Je vais vous raconter mon histoire. Au début, ça va être une histoire assez commune parce que c'est l'histoire de milliers de trentenaires, des fois plus, qui changent de vie pour plein de raisons et qui décident de s'installer, de revenir à la Terre. Et puis après, j'ai bifurqué parce que j'ai une approche qui est la mienne, forcément, et je vous emmènerai sur les traces de la permaculture, sur une compréhension de la vie du sol, sur même une philosophie, je pense, on peut appeler ça comme ça. On revient aux fondamentaux. Moi, je viens de la chimie, en fait. Pas de l'agriculture chimique, mais j'ai travaillé dans le transport pour des boîtes pas très philanthropiques, on va dire. Et un jour, j'ai eu un enfant, il a fallu le nourrir. Et quand on va en supermarché, qu'on commence à regarder ce qu'il y a sur les emballages, on voit des E460. Donc voilà, comment nourrir un enfant. Il n'y a pas de mode d'emploi quand on sort de la maternité. Et donc seul, quand on est dans une grande surface, on doit commencer à nourrir un enfant, c'est compliqué. Donc on s'est mis en AMAP, c'était beaucoup plus simple, il y avait moins de produits chimiques. Et quand on rentre dans une AMAP, on commence à avoir des paysans plutôt progressistes avec qui on peut échanger. Et j'avais déjà eu un parcours où j'avais rencontré des paysans, parce qu'en fait je suis pas néo-rural, je suis néo-paysan. Je vivais quand même en zone où il y avait des agriculteurs, mais tous décriaient le métier, c'est-à-dire ça, on gagne rien, c'est difficile, t'installes surtout pas, enfin voilà. Et quand je suis arrivé dans les AMAP, c'était le contraire, on est super content de ce qu'on fait, on fait de la qualité, on sait qu'on prend soin de la terre, donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Et puis j'étais dans un métier où un jour j'ai bugué. J'étais dans ma voiture qui tombait sans arrêt en panne pour m'emmener dans un travail qui servait à payer les réparations de ma voiture. Et là, à un moment, ça a tilté, j'ai dit il y a un truc qui va pas. S'en est suivi aussi une petite dépression, et puis là ma femme qui m'a dit faut que tu arrêtes, parce que moi je me rendais pas compte que j'étais malade en fait. Et donc en 2009, je pars de ma boîte en congé individuel de formation pour me lancer dans le monde de l'agriculture. Et donc j'ai fait ce qu'on appelle un BPREA, qui est donc une formation en 9 mois, qui est la formation la plus rapide qui existe pour avoir la capacité agricole et donc devenir légitime pour s'installer, être reconnu par les institutions. Ça fait pas de vous un paysan, hein, par contre. C'est juste la porte d'entrée, vous êtes reconnu par la chambre d'agriculture. Une fois que vous sortez de l'école, vous êtes content, vous avez un diplôme, vous savez rien faire, et il faut trouver du terrain. Et là, la moyenne en général, c'est 3 ans pour trouver une ferme. Ce qui fait qu'en gros, ceux qui sortent de l'école, il y en a 1 sur 2 qui arrêtent qui ne s'installent pas dans les 3 ans. Voilà. Et dans ceux qui s'installent, il y en a un qui s'arrête dans les 3 ans qui suivent son installation. Donc il y a beaucoup de casse. Donc après à peu près 3 ans, moi aussi, de recherche non fructueuse pour plein de raisons, notamment la spéculation foncière, je me suis rappelé que j'étais adhérent Terre de Liens. Et donc j'ai dit pourquoi pas moi finalement. Et donc j'ai fait toc toc à la porte et j'ai dit je voudrais passer d'adhérent à fermier, est-ce que ça existe, est-ce que c'est possible? Et donc ça s'est fait, ça s'est bien passé, on a mis 2 ans pour acquérir la ferme. On a visité en novembre 2011, on a eu les clés en mai 2013. Donc faut avoir les reins solides. Mais l'intérêt c'est que vous faites une grosse campagne pour aller chercher les actionnaires, donc vous vendez votre projet, vous allez sur les marchés, vous allez à la télé, c'est assez spectaculaire. Donc vous créez un réseau, et ça c'est important. Et aujourd'hui, moi j'ai 160 personnes qui me soutiennent via Terre de Liens, donc par leur action. Et donc c'est une autre motivation au niveau du travail aussi. Quand vous n'avez pas de crédit à rembourser, que vous travaillez que pour des gens qui vous ont soutenu, c'est autre chose. Donc Terre de Liens, je vais pas trop insister dessus, vous pouvez trouver toute la documentation. Il faut juste savoir quand même qu'on perd énormément de surface agricole par le béton, mais par aussi le retour sur des friches, la spéculation sur des terres, des friches qui restent, qui deviennent des forêts, des ronciers, des choses comme ça. Les propriétés avec des chevaux aussi, ça fait beaucoup de tort quand même à l'installation, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens au niveau de location d'un terrain. Donc, tout ça, c'est des choses à savoir. Il y a des statistiques. Terre de Liens dit qu'on perd l'équivalent d'un département tous les 7 ans. Une fois que je suis rentré dans le circuit, donc j'ai continué à me former. Je continue d'ailleurs toujours à me former. Et donc j'ai trouvé la ferme que vous avez vue au début, donc qui était une prairie. Et moi, je voulais faire de l'arboriculture. Le problème, c'est que vos arbres, ils vont pas vous donner des fruits avant 4-5 ans minimum. Donc il faut vivre entre-temps. Et donc je me suis dit, pourquoi pas du maraîchage et pourquoi pas des petits fruits. Et donc j'ai visité des fermes bio. Mais le problème, c'est que sur des fermes bio, on voit aussi ce genre de choses. Et j'ai vu des labours dans la pente, donc
Ça me paraissait pas très logique, mais je l'ai vu quand même. Et le problème, c'est que le labour, malheureusement, ça donne ça. Et ça donne des déserts. Donc ça revient un petit peu à l'introduction, ce que disait Mireille tout à l'heure. Le problème, c'est que quand on laboure, on a un problème de vent. Donc tout ce qui va être labouré va être emporté par le vent. Et donc ce qui s'envole, c'est les particules les plus fines. C'est ce que vous voyez en surface. Donc ça, c'est un échantillon, c'est un test de structure de mon terrain. Donc la partie blanche que vous voyez en haut, c'est l'argile. Donc c'est la partie la plus légère. Donc s'il y a un coup de vent, elle s'en va. S'il y a un gros orage et que vous êtes en pente, elle s'en va. Donc qu'est-ce qui va rester? Tout ce qui est en bas. Et tout ce qui est en bas, c'est quoi? C'est le gravier. Donc effectivement, vous vous retrouvez à terme avec du désert. Et dans le désert, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Donc partant de ce constat, moi je me suis dit qu'il fallait que je fasse autrement. Donc j'ai continué à à chercher de la documentation. J'étais pas franchement soutenu par les techniciens des champs de l'agriculture, même les groupements bio locaux. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé pas mal de bouquins qui étaient intéressants. La permaculture, tout le monde crachait dessus à l'époque, en 2013. Donc on disait ouais c'est bien, mais personne ne peut en vivre. Et du coup j'ai quand même suivi des conseils. Et donc la première chose que j'ai fait, c'est observer. Et j'ai observé qu'en fait, à chaque fois, l'avantage de mettre 2 ans pour acheter une ferme, c'est que vous avez 2 ans pour voir ce qui se passe à toutes les saisons. Et je me suis aperçu qu'en fait, on avait souvent de l'eau affleurante, d'où la technique des ados en fait. Donc c'est pas des buts de permaculture à proprement parler, mais c'est juste la terre des allées qui est mise sur les côtés et qui fait que les plantes n'ont pas les racines dans l'eau pendant tout l'hiver. Donc voilà, ça c'était la première chose, première observation. Et après, je suis parti avec une méthode d'un ingénieur agronome qui est retraité, qui s'appelle Dominique Soltner, où en fait, sur la terre, plutôt que de laisser la terre nue, on va mettre du compost et on va semer directement dessus. L'intérêt, c'est qu'en fait, votre sol, toutes les graines de surface vont pas pouvoir passer à travers le compost. Vous allez semer dans le compost et vos plantes vont prendre l'avantage sur les mauvaises herbes qui sont dessous. Donc c'était super bien la première année, donc je suis arrivé le 14 juillet, j'ai pu tout de suite semer directement des légumes. Après je me suis aperçu qu'il y avait un inconvénient quand même non négligeable, c'est que le noir en été ça chauffe très vite, et donc il faut arroser. Et je suis pas un fan de l'arrosage, pour plein de raisons, donc c'est une méthode que j'ai été amené à délaisser. J'avais pris un livre aussi qui est très intéressant et qui est devenu une référence dans le maraîchage, qui s'appelle Le jardinier maraîcher, d'un Québécois qui s'appelle Jean-Martin Fortier. Et comme j'étais complètement novice en maraîchage, j'ai pris son modèle et j'ai essayé de le mettre chez moi. Donc je suis parti sur des planches de 30 mètres, comme vous voyez ici. Et c'est bien parce que il a tout quantifié, le nombre de plants, les rotations, donc c'est parfait, il y a juste à suivre sa méthode. Seul inconvénient, c'est que chez moi, j'avais pas vu un facteur, qui est le facteur vent. Et je sais pas si vous voyez les voiles de forçage à côté. Quand vous avez des rafales à 120 km/h, eh ben, vous revenez 100 mètres plus loin avec une cape de 30 mètres de long. Ça fait rire les automobilistes, mais au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Voilà. L'autre inconvénient aussi, c'est que au niveau des allées, on est vite envahi parce que le compost a tendance à s'affaisser et tomber dans les allées. Et sur les flancs des buttes, vous allez avoir énormément de mauvaises herbes qui va pousser. Donc ça, c'est ma première année toujours. Et donc le vent, voilà, donc là on est sur des rafales, c'était en 2015, septembre 2015, des rafales à 120 km/h. Vous voyez les arbres, vous voyez le ricin un petit peu dans quel état il est. Et même, vous voyez les tomates en cage. La prise au vent, il y avait des pieds, donc les tomates ananas, les grosses qu'on voit, il y avait des pieds où on ne pouvait pas les redresser, il y avait plus de 70 kg de tomates par pied. Et donc, il a fallu sacrifier la récolte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remodelé mon paysage et j'ai fait, donc les petits fruits montent 1,50 m, donc ils protègent de 10 fois leur hauteur au niveau du vent. Donc 1,50 m x 10, ça fait 15 mètres. Et donc j'ai des planches de 15 mètres de maraîchage. Voilà. Et du coup, ça me fait une production en plus et puis un peu plus de biodiversité. Donc je reviens sur les allées. La fin de ma première saison, j'ai eu la désagréable surprise d'avoir mes allées qui étaient complètement enherbées avec des graminées, des choses très très difficiles à désherber. Désherber des allées, c'est pas quelque chose de très rentable. C'est pas quelque chose de très amusant non plus. Et du coup, je me suis dit plutôt que de désherber par soustraction, c'est-à-dire qu'on arrache les plantes, j'allais désherber par addition, c'est-à-dire qu'on va étouffer les plantes en mettant de la matière par-dessus. Donc là, vous avez un rang de maïs, courge haricot maïs. Et donc dans ce rang, plutôt que de venir enlever les petites herbes que vous voyez dans les allées, je vais mettre du bois qui va
servir d'éponge quand il y a des grosses précipitations. Et comme le bois, c'est pas très agréable pour marcher, par-dessus, je vais mettre de la paille. Et donc là, vous avez plus de problème d'herbe. Il y aura un petit peu de blé à désherber parce qu'il y a toujours des épis qui sont dans la paille. Mais globalement, vous passez un été où vous n'avez pas besoin de désherber. Les courges vont prendre le dessus. Et au niveau c'est pareil, des besoins en eau, vous allez vraiment drastiquement diminuer les quantités apportées. Et au niveau des allées, qui servent à aller sur les cultures ou au pied des arbres, j'utilise une autre méthode qui est le carton, par-dessus lequel je vais mettre du tuya, tout ce que les paysagistes m'amènent, mais en général, vu que j'ai beaucoup de lotissements, c'est plutôt des tuyas, qui ont l'avantage d'avoir une structure qui est assez plane, d'ailleurs, les coupes de l'année, donc ce qui fait que c'est assez agréable à marcher dessus. On se croirait à Saint-Maclou en train d'essayer les moquettes. Et le carton, c'est vraiment opaque, les vers de terre en raffolent, et du coup, vous avez vraiment dessous, ça grouille de vers de terre, ça garde l'humidité, et donc là, vous voyez les caseilles là qui sont en bout de rang, vont profiter de l'humidité qui est dans les allées aussi. Une des premières choses que j'ai fait aussi, quand je me suis installé, j'avais fait beaucoup de formations sur tout ce qui est biodiversité, lutte avec les auxiliaires, les coccinelles, les cirques. Et donc la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé, ça a été d'aller acheter des fleurs et de planter, semer des fleurs de partout, avant même de mettre des légumes. Ce qui fait que quand j'ai mis mes haricots, etc., j'ai pas vu un seul puceron parce qu'il y avait des insectes de partout. Donc la première chose vraiment que je conseille quand j'ai des porteurs de projets qui viennent me voir, c'est vraiment de travailler d'abord sur les contours de la ferme. C'est-à-dire tout ce qui va vous servir, qui va pas forcément produire quelque chose que vous allez pouvoir vendre ou consommer, mais qui va vous assurer, une armée d'auxiliaires qui va lutter, qui va protéger votre jardin en permanence. Alors là, c'est 2015, c'est le début, vraiment le changement radical de technique. J'ai eu la chance de voir des élagueurs qui étaient en train de broyer les platanes de la ville. Donc je suis allé les voir et je leur ai demandé ce qu'ils en faisaient. Ils m'ont dit, on n'en fait rien. Je dis, si, tu vas venir les poser chez moi, puis je te donnerai du pastis. Et du coup, ils sont venus. Et je me suis retrouvé avec un gros tas de broyats, donc de platanes. Et je me suis dit, je vais m'en servir, je vais essayer. J'étais tout content et je savais que quand on met du carbone sur le sol, on a ce qu'on appelle une fin d'azote. C'est-à-dire que le sol, pour décomposer le carbone, va mobiliser momentanément tout l'azote disponible pour nourrir les bactéries, les champignons qui vont décomposer le paillage, donc la paille, le bois fragmenté. Bois fragmenté, je dirais BRF. Je sais pas si vous connaissez le mot, ça sera plus simple. Et donc pour éviter cette fin d'azote, j'avais un compost et je l'ai mis avant de mettre le BRF, donc j'ai mis du compost et dedans il y avait des graines qui étaient mal décomposées. Et donc vous voyez l'énorme cucurbitacée qui est au fond, derrière la poubelle. Donc c'est une courge qui est sortie spontanément. Je n'ai strictement rien fait. Et comme je suis un curieux, je me suis dit, on va voir ce qu'elle va faire. Et elle grandissait. Et je me suis dit, il y a un truc qui se passe quand même. Et donc, les courgettes qui sont devant, j'ai été assez vicieux. J'ai écarté les BRF, j'ai mis ma graine de courgette, j'ai recouvert un peu et je n'ai strictement rien fait. Même pas d'arrosage. 3 semaines plus tard, vous avez les courgettes que vous voyez là, qui ont été beaucoup plus belles que celles d'à côté. Et une fois que j'ai eu la chance de voir apparaître les courges sur cette fameuse courge sauvage. C'était des courges d'Halloween qui sortaient. Et sur un seul pied, j'ai eu 17 courges de 10 kilos. C'est le deuxième bug, le bug agronomique. Donc à partir de ce jour-là, en fait, je me suis arrangé pour avoir systématiquement un sol couvert avec du carbone, un sol jamais travaillé. Et donc, voilà le résultat. Aujourd'hui, par rapport aux premières années où vous avez vu un sol qui était un peu nu, mais avec du compost qui séchait énormément, j'ai un sol qui est relativement sableux, si vous vous rappelez le pot avec la composition du sol, je suis à peine à 10% d'argile, c'est pas énorme. Et j'ai un sol qui filtre énormément, donc c'est très vite sec. Et là, avec des choses comme ça, pendant la canicule, on a eu 43 degrés, et j'ai pas arrosé cette zone-là en fait. Et c'était une zone que j'étais prêt à sacrifier, je voulais vraiment pousser l'expérimentation jusqu'au bout. Ça a été la plus productive. Donc voilà un petit peu ce que je reçois comme matière première. Donc c'est souvent du résineux. Dans la documentation, le BRF, tout le monde dit qu'il faut mettre 20% de résineux maximum. Dites ça à un paysagiste chez moi, il va vous rigoler au nez, parce que ça n'existe pas. Et en fait, il y a des groupes d'études qui ont montré que ça marche très bien avec le résineux aussi, ça marche juste un petit peu moins bien. Et l'inconvénient, c'est que ça se décompose très très vite aussi, par rapport à du feuillu. Alors, il y a des jardiniers dans la salle ? Levez la main, les jardiniers, pour qu'on voit. Oula. Il y a deux jardiniers.
Non. 3, 4. Vous êtes timide ou vous êtes vraiment pas jardinier? Bon, à la fin de la séance, je veux que tout le monde lève la main. En fait, ce qui se passe, je vais vous donner la conclusion de ma conférence tout de suite, mais il y a un parcours à faire et ce parcours, il est sur soi et c'est un parcours de compréhension. Alors, si vous êtes intéressé par la limace, sachez qu'il existe une conférence d'1h30 sur les limaces, qui est très très bien faite. Je vais vous la faire en 30 secondes parce que ça serait trop long. Mais voilà, ça c'est 2015, un printemps très pluvieux, avant la canicule. 50 limaces au mètre carré, c'est-à-dire 150 plantes de courges à remplacer. Donc un petit peu le moral dans les chaussettes, et puis un truc qu'on comprend pas. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, à partir du moment où on fout la paix au sol, la nature vient se réguler. Là, vous avez une larve de ver luisant qui est en train de manger un escargot. Là, vous avez un carabe qui mange une limace. C'est la famille des scarabées, ouais, tout à fait. Coléoptère. Le carabe, c'est probablement votre meilleur ami au jardin, parce qu'il est polyvalent, c'est-à-dire qu'il va manger à la fois les limaces, des œufs de limaces, d'autres insectes, et en plus, il va manger jusqu'à 90% de graines de surface. Donc, il va aussi désherber pour vous. Le seul truc, c'est que si vous labourez votre jardin, vous le bêchez, vous le moulinez, tout ce que vous voulez, le carabe, il viendra pas parce qu'il niche dans les 2 premiers centimètres de la terre. Pour revenir à la limace, voici son repas préféré, le champignon. La limace, elle est plutôt mycophage. Quand vous allez comprendre le cycle, en fait. Vous mettez du carbone sur un sol. Le sol, il a besoin de champignons pour décomposer le bois. Et qui c'est qui va amener les spores des champignons? La limace. La surprise, c'est ça. La bonne surprise, c'est ça. C'est que, en fait, la limace, elle est mycophage. Elle va manger les champignons, elle ne digère pas les spores, mais elle va les disséminer. Une fois que les champignons sont installés, d'abord elle mangera beaucoup plus les champignons que vos légumes, mais elle aura plus de raison d'être là. Les truffiers, ils ont essayé, donc dans la conférence, le technicien en parle, les truffiers avaient essayé de lutter contre les limaces pour avoir des grosses truffes. La première année, ils ont eu des truffes énormes, ils étaient tout contents. La deuxième année, ils sont allés à la plage parce qu'ils n'avaient plus de truffes. Et en fait, c'est la limace qui sert de vecteur de reproduction du champignon. Donc, quand je vous dis qu'on la regarde avec bienveillance, au bout d'un moment, c'est ça. Après, il y a des stratégies pour faire avec, parce que vous avez quand même 2-3 ans qui sont compliqués. Les nourrir, c'est bien, avec autre chose que votre jardin. Donc, tous vos restes de cuisine vont, en général, elles adorent. Les pelures d'orange, elles adorent, elles vont se mettre dedans, elles les nettoient. Et si vraiment il y en a beaucoup et que vous voulez, vous avez une petite envie d'agressivité ou de sadisme, vous pouvez manger des ananas et leur donner les épluchures. Il y a une protéase dans l'ananas qui va les faire se liquéfier. Ah, mais j'ai dit que c'est sadique. Mais, au moins, vous n'allez pas acheter des petits granules bleus, vous allez couvrir votre sol avec de l'ananas, vous allez le manger, vous allez nourrir la limace, vous leur offrez un dernier repas sympathique. Donc il y a plusieurs actions. Donc là, on rentre dans ce qu'on appelle la multifonctionnalité de la permaculture. C'est-à-dire que chaque élément doit avoir plusieurs fonctions. C'est pas la lutte contre, mais faire avec la limace, c'est une stratégie avec plusieurs paramètres. Il n'y a pas une seule méthode qui va marcher sur tout, en fait. J'ai pas compris, pardon. La bière? Mais la bière, c'est pour le jardinier, c'est pas pour la limace. Permaculture, en fait, c'est... vous allez trouver toute la documentation, donc je vais pas trop m'étendre dessus. Simplement, il y a 3 piliers qui sont importants. C'est ce qui fait vraiment que c'est bien plus que l'agriculture biologique. Moi, aujourd'hui, je suis certifié agriculture biologique. Mais je peux très bien prendre des salariés, les payer au noir, ou leur parler comme des esclaves ou ce que vous voulez. Il n'y a pas d'éthique dans l'agriculture biologique. Il suffit d'aller en Espagne, vous allez voir dans le sud. Donc en fait, l'agriculture faite sous le mode permaculture va rajouter une éthique. Simplement, il n'y a pas de label qui va justifier. Là, faut me croire sur parole en fait, ou venir visiter. Donc les 3 axes, c'est quoi? C'est un peu ce qu'on retrouve dans le développement durable, c'est-à-dire prendre soin de la terre. Ça, l'agriculture bio le fait déjà, hein, plus ou moins, sauf si vous labourez. Prendre soin des gens. Là, on commence à avoir plus grand monde, y compris prendre soin du paysan. Hein. Moi, je l'ai payé cette année. Hein. C'est un volet que j'ai pas trop étudié. Je me suis blessé au doigt et voilà. Et 3e volet où là il y a plus personne, c'est partager équitablement. Et quand je dis partager équitablement, c'est avec les humains, mais avec la faune et avec tout ce qui est sauvage. C'est-à-dire ne plus avoir une vision anthropocentrée de ce qu'on fait. Voilà. Donc ça, c'est un truc qu'il faudrait qu'on ait en tête en permanence. Et il faut arriver à jongler entre les 3. C'est pas toujours évident.
Moi, je sais que je suis un peu vu comme un extrémiste. Du coup, j'ai un peu délaissé le volet économique. Aujourd'hui, j'essaie de le rattraper un petit peu. Je travaille beaucoup sur le partage aussi. Donc là, on peut parler brièvement de la manière dont je commercialise. Donc je fais des paniers à prix libre. En fait, tout ce que je fais, c'est à prix libre. Les conférences, c'est à prix libre. Les formations, c'est à prix libre. Les paniers sont à prix libre. C'est ma manière de fonctionner. Et quand on me demande pourquoi est-ce que je fais ça, j'ai des mères de famille qui comprenaient pas. Il y en a qui ont été assez violentes, qui voulaient que je leur donne un prix. Non, mais ça rassure. Quand je leur expliquais qu'en fait, si un jour elles perdaient leur emploi, elles pourraient toujours venir ramasser, prendre des légumes chez moi, elles disaient bah oui, c'est normal. Bah non, si je m'appelle Carrefour, c'est plus normal. Bah, il se trouve que justement, il y a une personne qui s'est séparée, donc son pouvoir d'achat a vraiment réduit, et aujourd'hui, je lui fais une partie des légumes gratuitement en fait. Et je lui dis, moi, ça me coûte rien. Ça me coûte rien. Plutôt que ça parte au compost, je préfère te le donner. Et, voilà. Les gens sont plutôt bienveillants. Quand on leur fait confiance, ils vous font confiance. Et ils ont plutôt la tendance, c'est plutôt qu'ils ont peur de pas assez vous payer. C'est plutôt ce que je vois. Donc les gens sont quand même bienveillants. Et l'avantage que ça fait aussi, c'est que moi, ça me permet vraiment de planter toute une gamme de végétaux qui sont pas dans les standards. C'est-à-dire que je peux faire des tomates de toutes les couleurs, des courgettes de toutes les formes et toutes les couleurs. Cette année, je vais faire 70 variétés de courges différentes. Vous allez sur un marché, vous repartez, vous avez vendu les potimarrons, les butternuts, puis tout le reste, vous le remettez en stock. Là, c'est différent. Je peux prendre le temps. En fait, on parle plus d'argent, donc on parle des enfants, on parle cuisine. On échange beaucoup. Et petite victoire, on fait transformer des gazons en jardin. C'est encore mieux. Voilà. Donc là, on va parler toujours jardinage. Je travaille beaucoup avec les engrais verts. Je sais pas si ça vous parle, les engrais verts. Engrais verts, couverts végétaux aussi, on appelle ça. Donc c'est des plantes qui n'ont pas une fonction de vente. Donc elles sont là pour occuper le sol et puis pour lui apporter quelque chose, de la structure, mais aussi de l'azote avec les légumineuses. Et il y en a une que j'affectionne particulièrement. Vous allez vraiment être saoulé à la fin tellement j'ai mis des photos. C'est la Phacelie, c'est celle que vous voyez là. La Phacelie. La Phacelie. Alors pourquoi est-ce que je l'utilise? Parce qu'elle a un cycle très court. Ce qui fait que vous pouvez avoir des ressemis spontanés, vous pouvez avoir presque trois fleurs par an. Elle est très très mellifère et elle apporte beaucoup de choses au sol. Et elle est facile à détruire. Elle est censée geler à -7, mais chez moi, à -17, ça l'a pas calmé. Donc, il y a la littérature et puis il y a le réel. Voilà. Et donc là, au milieu de la Phacelie, vous voyez des courges qui poussent. Moi, c'est plus mon approche. J'aime pas avoir un morceau de terre exposé. Si vous voulez, en fait, une plante, chaque rayon de soleil qui tombe au sol, c'est de l'énergie qui est perdue. Donc, en matière végétale, on a toujours intérêt à être intensif. Il faut qu'on récupère les mots aussi. Vous allez voir, je suis assez carré sur la sémantique. Le mot intensif a été dévoyé. L'élevage animal intensif, c'est débile. La monoculture, c'est débile. Par contre, l'intensivité, c'est-à-dire dans le mélange des plantes, le fait qu'on puisse plus voir 1 cm², 1 mm² de sol, là c'est intelligent. Parce qu'on valorise chaque rayon de soleil. Donc un autre engrais vert que j'utilise beaucoup pour l'hiver, c'est le seigle mélangé avec de la vesse. Le seigle, c'est assez impressionnant, c'est une céréale qui va monter à 2 mètres de haut. Et dedans, vous avez la vesse qui est une légumineuse qui va grimper, qui va s'accrocher comme une liane dans le seigle en fait. Ce qui fait que si vous laissez jusqu'à l'épi au mois de juin, vous allez avoir un gros tapis de paille au sol. Après, vous faites un lâcher de poule et c'est la fête parce qu'elles vont manger tous les grains. La question qu'on me pose souvent, c'est voilà, j'ai un jardin mais j'ai pas de quoi pailler. Et donc, pour ça, vous avez deux solutions. Enfin, trois solutions. Si vous n'avez pas de paysagiste, vous allez avoir la solution de tout ce qui est chez vous, c'est-à-dire les arbres qui vont pousser, donc les feuilles, les branches, les tailles. Et puis, ce que vous voyez derrière, vous avez du sorgho, vous avez du tournesol et vous avez des maïs qu'on voit un peu moins qui sont derrière. C'est des plantes qu'on appelle des plantes en C4. Elles ont une capacité à fixer le carbone qui est spectaculaire. Et donc, en 3 mois, vous allez avoir des plantes qui peuvent monter à 2,50 m, 3 mètres de haut. Et j'ai eu jusqu'à 4 mètres sur certains tournesols.
Et donc, une fois que vous le broyez, vous avez de quoi couvrir relativement bien le sol. Et donc là, vous avez les racines d'une légumineuse. Donc, je sais pas si vous voyez les petites billes sur les racines. Voilà. Donc, quand elles virent au rouge, c'est qu'elles ont séquestré de l'azote atmosphérique. Et donc, pour le haricot, par exemple, il faut jamais arracher un pied de haricot une fois qu'il a fini de donner. Vous allez le couper, le laisser sur place, il va jamais repartir. Et toutes les billes d'azote vont rester dans le sol pour les cultures qui vont suivre. Donc c'est de l'engrais gratuit. Et donc ça marche avec les petits pois, les pois chiches, les lentilles, les fèves, haricots, etc. Et les arbres aussi. Donc si je reviens sur l'arbre que vous voyez sur la droite, c'est un feuillier d'Amérique. C'est un arbre, vous voyez les feuilles, ça ressemble beaucoup à l'acacia. C'est un arbre qui pousse très vite. Ça, je l'ai semé en 2014. Donc ça pousse très 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 vite. Aujourd'hui, ils sont à plus de 3 mètres de haut. Et c'est un arbre qui fait des haricots qui sont comestibles, qui attire beaucoup d'abeilles, qui est un fixateur d'azote et qui a un système racinaire qui est très très puissant, qui va aller vraiment permettre une infiltration profonde des eaux et aussi remonter par évaporation l'humidité en été. Donc c'est un arbre vraiment emblématique de ma ferme, il y en a beaucoup. Alors faites attention parce qu'il y a une variété la variété sauvage, elle est épineuse. En Espagne, ils l'appellent l'épine du Christ. Elle est vraiment très très violente, faut pas se piquer dessus. Ça fait des épines qui font jusqu'à 7 cm de long et qui partent en harpon. Donc là, je vais vous donner la méthode que aujourd'hui j'utilise pour mettre en culture une prairie ou un terrain qui est vraiment envahi par des herbes indésirables. Donc c'est simple, vous prenez une bâche et puis vous la laissez 6 à 8 mois. Voilà. Fin du cours. Une fois que vous avez fait ça, vous avez ça. Et dessous, je sais pas si vous voyez les détails, il y a énormément de turicules de vers de terre. La bâche, elle a un intérêt, elle a beaucoup d'intérêt. Elle va garder l'humidité constante de la terre. Et surtout, elle va protéger tous les vers de terre des prédateurs. Il n'y a plus d'oiseaux qui peuvent venir les manger. Et du coup, ils travaillent 24/24. Donc là, c'est de l'intensif. C'est pas très gentil. Mais le résultat est vraiment spectaculaire. Vous marchez vraiment sur un sol qui est aéré. C'est incroyable. Et derrière, vous avez plus qu'à planter. Je l'ai fait cette année. J'ai installé un tunnel et j'ai planté directement dedans. J'ai même pas fait le moindre travail. J'ai juste planté mes petits plantules de courges, de machin. Et l'humidité, elle reste dans les galeries des vers de terre. Et les plantes vont aller mettre leurs racines dans les galeries des vers de terre. Le turicule de vers de terre, c'est l'engrais le meilleur qui existe au monde. Donc elles les ont à disponibilité et ça pousse tout seul. Donc voilà, c'est vraiment une méthode qui coûte rien, ni en effort, ni en argent. Une bâche, vous pouvez en récupérer chez les agriculteurs qui font de l'ensilage, ça coûte vraiment rien, ils sont contents de s'en débarrasser. Et voilà, et donc ça en plus, je reçois beaucoup de porteurs de projets, une génération qui n'a pas forcément la capacité de capitaliser pour pouvoir s'installer. Et ça, c'est des méthodes qui permettent vraiment de s'installer. Moi, je me suis installé avec moins de 5 000 euros. Là où la Chambre d'agriculture préconisait une installation à 80 000 euros. Voilà. Et sachant qu'aujourd'hui, je vais trier un petit peu les chiffres, je pense qu'on peut vraiment descendre largement en dessous. Voilà. Donc là, en fait, je vous montre l'exemple de la création d'un verger. Donc, on enlève la bâche. Je fais mes buts quand même parce qu'il y a des arbres qui craignent l'asphyxie racinaire. Et je sème de la facélie sur le rang d'arbre. Donc ce qui est un petit peu rouge, c'est la facélie qui a pris un petit coup de gel et qui va maintenir le sol propre. Elle a comment on appelle ça, de la léopathie. Donc elle va envoyer des sucs pour empêcher les autres herbes de pousser autour. Donc elle va protéger l'arbre entre guillemets de toutes les mauvaises herbes, tout en gardant la structure du sol le temps que l'arbre fasse ses racines. Et en plus en attirant des insectes avec les fleurs. Donc quand les arbres vont se remettre à pousser, il y aura les fleurs sur la facélie. Donc j'aurai des cirques qui vont attaquer les pucerons qui pourraient aller sur mes arbres. Et entre les rangs, donc vous avez le seigle veste dont je vous parlais tout à l'heure. On va pouvoir voir. Voilà. Donc en fin de saison, au mois de juin, le seigle, une fois qu'il a fini son cycle, il a 2 mètres de haut. Et donc les arbres, ils sont pris en sandwich entre les seigles. Et ça les pousse à aller chercher la verticalité. Voilà, s'il n'y avait pas le seigle, en fait, l'arbre, il aurait plutôt tendance à développer les latérales et à faire une forme ouverte. Il n'a pas de concurrence, il n'a pas besoin d'aller chercher de la lumière. Et moi, je cherche à avoir des troncs. Donc, voilà un objectif qui est facilement atteignable comme ça. Et donc, le verger, une fois qu'il est créé, là, on revient sur la permaculture.
En permaculture, on travaille idéalement avec 7 strates de végétaux. On part des grands arbres, qui vont être plutôt les châtaigniers, les noyers. Dessous, on va mettre des arbres qui sont un petit peu plus petits. Il y aura un schéma après, vous verrez. Donc tout ce qui est pommes, poires, enfin les arbres fruitiers qu'on peut trouver dans nos jardins. En dessous, on va mettre des tout petits arbustes. Donc là, vous avez des noisetiers, mais il y a aussi des fruits rouges, hein, cassis, groseilles, etc. Au pied, vous allez avoir des couvre-sols. Après, vous allez avoir un légume racine. Et après, vous allez avoir une liane qui va grimper dans les arbres. Voilà. Moi, je m'arrête à 4 strates parce que sur une structure commerciale, entre guillemets, ça devient compliqué de gérer autant de complexité sur des grandes surfaces. Donc aujourd'hui, moi, je suis sur l'arbre, l'arbuste, l'aromatique au pied des arbustes, et la liane que je plante maintenant, donc des vignes, des mûres sans épines, des kiwis, qui vont courir par-dessus les arbustes. Voilà. Donc vous avez vraiment une densité qui est importante. Comme je ne suis pas motorisé, entre les rangs d'arbres, vous voyez, je mets du maïs haricot courge, ce qui fait qu'en termes de densité de production au mètre carré, je pense pas trop mal. Non, je pourrais faire beaucoup mieux, hein, de toute manière. Plus le jardin sera petit et plus vous ferez mieux. Donc je travaille beaucoup avec les associations. Donc là, vous avez un poirier, et tous les poiriers sont systématiquement jumelés avec un arbre de Judée, enfin, la même famille. Donc c'est la fleur violette que vous voyez. Donc là, c'est un guénier de Chine. Je travaille plutôt avec le guénier de Chine, qui est beaucoup plus petit, il sera beaucoup moins grand à maturité, et qui a l'avantage de faire une fleur qui va tirer les psylles. Et le psylle, c'est un parasite du poirier qui vient pondre dans les fleurs de poirier, donc qui fait avorter les poires. Mais le prédateur du psylle mange aussi bien le psylle du poirier que le psylle du guénier. Donc plutôt que de lutter contre, je nourris les psylles, j'en fais venir plein, mais des différents. Sachant que le psylle du guénier va pas passer sur le poirier. Il est spécifique au guénier. En fait. Normalement, la floraison devrait arriver d'abord sur le guénier et après sur le poirier, mais là vous voyez qu'on est au moins en même temps, si c'est pas un petit peu en avance sur le poirier. Donc ça marche plus ou moins, mais comme j'en ai plusieurs de partout, ça peut compenser. Voilà, donc ça c'est la fameuse organisation sur 7 niveaux dont je vous parlais. Donc voilà, alors la documentation en permaculture, pour l'instant, on la trouve beaucoup en langue anglo-saxonne, parce que c'est le foyer d'origine. On commence un petit peu à en trouver en français. Et là où je mettrais quand même un petit peu des bémols par rapport à la permaculture en France, c'est qu'aujourd'hui on travaille beaucoup avec des annuels en France. C'est-à-dire qu'on fait des jardins avec des tomates, les légumes classiques, dans un sol qui n'est pas travaillé. Mais la permaculture, normalement, c'est quelque chose qui est pas figé, si vous voulez, mais qui est pérenne. On n'a pas besoin d'y revenir sans arrêt. Dans le meilleur des cas, ça devrait se ressemer tout seul, mais si on fait ça sur la tomate, on aura les tomates au mois d'octobre. Ça va pas marcher. C'est un peu le bémol qu'on peut avoir, c'est que c'est une méthode qui a été utilisée beaucoup dans l'hémisphère sud. Et où est-ce que j'en suis aujourd'hui, moi, par rapport à ça, c'est qu'il faut innover dans les produits qu'on consomme, en fait. C'est-à-dire substituer aujourd'hui tout ce qu'on utilise en annuel par du vivace. Donc on peut le trouver sur les choux, sur les poireaux, les oignons, vous le verrez après. Mais y compris serait intéressé aux feuilles d'arbres, le mûrier, le tilleul. Ce sont des feuilles qui sont comestibles, qui sont bien plus riches en nutriments que nos légumes cultivés. Aujourd'hui, est-ce que vous savez quelle est la plante herbacée qui est la plus nutritive? Bon, c'est la luzerne. Elle explose tous les standards. Le premier légume qui vient derrière, c'est le chou cal, donc le chou frisé, qui est très tendance, mais il a des niveaux vraiment inférieurs. Et ça va s'expliquer d'une manière assez simple. C'est que le réseau racinaire de la luzerne descend jusqu'à 10 mètres de profondeur. Donc il vous remonte des minéraux qui sont bien plus variés qu'une salade, quoi. En plus, si vous avez un sol qui est travaillé en permanence, votre salade, elle est plantée, elle va faire on l'arrose beaucoup, donc ce qui fait qu'elle va pas prospecter très profond. Je sais pas si vous trouvez que les salades d'aujourd'hui ont moins de goût que celles d'avant. Moi, mes salades ont beaucoup de goût. Certains trouvent qu'elles ont trop de goût parce que je les arrose pas, et du coup, elles saladurent. Donc, elles ont vraiment une petite amertume, quoi. Les salades aujourd'hui qui sont trop arrosées, tout ce qui a pas trop de goût en général, c'est qu'il y a trop d'eau. En fait. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il faut essayer de
De révolutionner, là on révolutionne l'agriculture, ce serait bien aussi de révolutionner la manière dont on approche la nutrition, la physiologie, la cuisine. Et ça commence, mais c'est balbutiant. Aujourd'hui, moi j'ai un extracteur de jus et je passe de la luzerne avec des carottes. Et mes enfants adorent le jus de luzerne. Oui, ça peut paraître surprenant, mais mes enfants, ils boivent, enfin, du coup, ils consomment énormément de légumes sous forme de jus. Parce qu'avec la carotte, ils consomment tout. Ils prennent du choucal, ils mangent 2 kilos de choucal sous forme de jus, en fait. Dans un verre de jus, vous avez l'équivalent de 2 kilos de choucal. C'est pour ça que je dis qu'il faut innover. C'est ce qui fait qu'on aura aussi beaucoup moins de problèmes techniques. Voilà, en fait, on est en milieu tempéré, ce qui fait qu'on a un hiver. Et le problème de l'hiver, c'est que les 3/4 des plantes vont disparaître. Donc le sol va se retrouver à nu. Si on le couvre, il va moins se réchauffer aussi. Donc on a ce problème. Aujourd'hui, moi, je le gère ce problème avec les bâches. La bâche noire va réchauffer un petit peu le sol et évite de labourer. Mais c'est du pétrole, c'est de la manutention. Et aujourd'hui, je pense qu'il faudrait beaucoup mieux travailler sur des espèces natives, indigènes, voire exotiques, qui peuvent s'adapter chez nous. Donc c'est les deux volets de travail que je fais, c'est-à-dire prospecter vraiment des. Moi, je vais planter de la grenade qui vient du Turkménistan, par exemple, cette année. La grenade de Provence, je suis venu chez vous il y a 2 ans, j'ai vu une grenade sur un arbre au mois de septembre. Moi, je savais que 30 jours plus tard, j'avais les gelées, donc c'était pas la peine. Les grenades de Provence, je peux pas les essayer chez moi. Par contre, toutes les grenades qui poussent en climat continental ou semi-continental, je peux les essayer chez moi. Et aujourd'hui, on a un des bons aspects de la mondialisation qui est justement de pouvoir travailler sur des zones climatiques. Donc moi, mon outil principal, c'est de savoir que ma zone, elle est semi-continentale, je suis en zone 7. Et du coup, on peut faire des recherches en anglais sur tout ce qui va pousser en zone 7. C'est les zones, c'est des zones de rusticité qui ont été déterminées par le ministère de l'Agriculture américain. C'est les zones USDA, ils appellent ça. Et ça a été repris au niveau mondial. Et si vous regardez, si vous tapez USDA France, vous allez avoir les zones, les grandes zones climatiques, avec les zones océaniques, etc. Et vous allez avoir les zones de rusticité. Moi, j'ai peut-être pas dit, je suis à 10 minutes de Saint-Étienne au nord. Oui, je suis pas d'ici en fait. Voilà. Donc moi, je suis en climat semi-continental. J'ai pas du tout l'influence de la vallée du Rhône, ce qui fait que je peux avoir des moins 17 comme l'année dernière et des plus 43 comme l'année d'avant. Donc j'ai une amplitude thermique qui est énorme, ce qui fait que mes tomates, je vais plutôt chercher des semences en Ukraine, en Russie, plutôt qu'en Normandie ou que dans le sud de la France, parce que c'est beaucoup plus proche de ce qui pousse chez moi. Alors ça, voilà, c'est ce que je veux pas faire. Il faut que je vous montre un petit peu de contraste, sinon c'est pas marrant. Donc voilà, ça c'est des pommes. Alors, est-ce que vous savez comment est fait un verger de pommiers? En fait, c'est pas un verger, donc là c'est un verger monospécifique et même monovariétal. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est les mêmes variétés sur la ligne et sur le rang d'à côté. Et je vais même aller plus loin, c'est un verger de clones. Parce qu'en fait, vos arbres, ils sortent de la même pépinière. Un arbre, c'est l'assemblage de 2 parties. Vous avez un porte-greffe et un greffon. Et souvent, les pépiniéristes, ils ont une souche qui va servir de porte-greffe et une souche qui va servir pour les greffons. Et donc, c'est la même génétique. Donc, si vous avez un arbre qui est malade, forcément, celui qui est à côté, il a la même génétique. Il y a 99% de chances qu'il soit malade. D'où les traitements. Donc, le fait de partir sur des systèmes beaucoup plus complexes, comme je vous ai montré, en fait, on crée des barrières physiques et olfactives pour les insectes, pour les parasites, pour les champignons. Alors que là, au contraire, vous avez une autoroute. Effectivement, pourquoi est-ce que les gens qui font ça ne veulent pas passer sur un système comme le mien? C'est que d'un point de vue récolte, c'est beaucoup plus compliqué. D'un point de vue traitement, il n'y a plus la possibilité de faire un traitement. Je passe avec mon pulvérisateur, je fais tout le rang parce que c'est trop complexe. Il y aura des fleurs déclenchées et si vous faites un traitement sur une fleur, vous n'avez pas de fruits. Donc ça fait peur. Le traitement, le pulvérisateur, c'est un peu c'est l'airbag, le filet de sécurité de l'agriculteur chimique. Enfin même bio, hein. Même bio. En bio, ça pourrait être un verger bio aussi. Voilà. Le problème du bio aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'on reproduit exactement les mêmes choses que les chimiques. Alors il y a du mieux, hein, bien sûr, mais avec des produits qui sont beaucoup moins forts.
Et moi, j'ai été stagiaire en arboriculture bio. Une pomme, c'était 30 traitements bio, mais 30 traitements. Alors déjà, faire des traitements en scaphandre, je pense que c'est pas amusant. Mais en plus, voilà, je sais pas. Ça reste de l'agriculture symptomatique, en fait. On traite les symptômes plutôt que d'essayer de comprendre les causes des problèmes. Voilà. Donc là, on va aller dans le jardin, dans la partie légumes. Et donc je vous ai parlé tout à l'heure de comment capter au maximum la photosynthèse, comment créer aussi des strates. Ça peut se faire aussi au niveau des légumes. Donc on essaye. Des fois ça marche, des fois on se prend des enclumes. C'est le jeu. Et ça, c'est une association qui marche plutôt bien. Donc au milieu, vous allez avoir des physalis qui ont plutôt tendance à monter, puis après à faire une sorte de palmier. Et du coup, quand il commence à faire vraiment chaud, le palmier protège les salades. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien et que je reproduis maintenant. Et là, vous avez la même chose. Vous avez des betteraves au milieu et des salades sur les côtés. Alors quand on fait ça, évidemment, on perturbe aussi visuellement et olfactivement les insectes. Un insecte qui adore les salades, il sera moins tenté de venir que si vous aviez 2 rangs de salades supplémentaires au milieu. Et du coup aussi, quand on fait ça, je pense que vous avez entendu parler des rotations, qu'il faut toujours ne pas revenir au même endroit avec les mêmes légumes. Quand vous avez 2, 3, voire 4 légumes différents sur une planche, la rotation, elle devient inutile. Parce qu'en fait, vous avez suffisamment de diversité, on ne va pas sans arrêt pomper la même matière au même endroit. Voilà. Et donc en fin de saison, quand vous êtes très très dense, ça donne ça. Donc c'est très très productif. Alors, je parlais de prendre soin de l'humain. Je m'aperçois au fur et à mesure que je fais des visites que, à part les danseuses classiques, il n'y a pas grand monde qui arrive à passer dans mes rangs. Et j'ai pas énormément de danseuses classiques qui viennent, en fait. Funambules éventuellement. Parmi les légumes aussi qui vont simplifier la vie, vous voyez dans les cages sur la gauche, enfin sur votre droite, c'est des épinards Malabar. Donc c'est un substitut d'épinards qui craint absolument pas la chaleur, au contraire qui adore la chaleur, qui pousse. Alors je crois que ça pousse à Zanzibar aussi. Et c'est une liane qui peut monter jusqu'à 12 mètres de haut. Alors chez nous, elle les fait pas, hein, clairement, elle s'arrête à 3-4 mètres. Mais l'intérêt, c'est que vous avez de l'épinard en permanence de juin jusqu'à octobre, enfin jusqu'aux premières gelées. Et ça a un goût vraiment... les gens préfèrent cru, ils adorent ça en fait. Je m'aperçois, c'est devenu le légume préféré de mes clients. Voilà, donc toujours la densité. Systématiquement, quand je mets des poivrons ou des aubergines, en même temps que je vais mettre mon plant en terre, je passe avec le semoir à côté, je mets des haricots. Je sème des haricots en même temps. Ce qui fait que une fois que la végétation est développée, vous voyez, il n'y a plus un seul rayon qui touche le sol quasiment. Et on a une double récolte haricots, aubergines sur la même surface. Sachant qu'en plus, le haricot, c'est une légumineuse, donc l'aubergine peut profiter, vu que le cycle du haricot est bien plus court. Quand on va couper le haricot, l'aubergine va profiter de l'azote disponible tout de suite. Donc sur la droite, vous voyez les tomates en cage aussi. Donc ça, c'est un petit peu ce qui fait parler chez moi, parce que je suis un des seuls à le faire, je pense. Alors dans la Loire, je pense que je suis le seul, enfin en pro en tout cas. Voilà, on taille plus la tomate. On la met dans une cage à moutons qui fait 1 mètre, 1,50 m de circonférence. Et puis on va juste laisser passer, enfin remettre sans arrêt les tiges qui sortiraient à l'intérieur de la cage. On les plante tous les 2 mètres, donc ce qui peut paraître énorme. Mais entre les deux, vous voyez, je mets du basilic, je mets des salades, je mets plein de choses. Et du coup, il y a de l'air qui passe. C'est très très important. La première année, j'avais fait la bêtise d'en mettre tous les mètres, je crois à peu près. 2014, c'était l'année où on a eu 1 mois de pluie non-stop. Alors ça a très très bien résisté au milieu pendant 1 mois. Et puis au bout d'un moment, c'est parti très vite. Mais quand même beaucoup moins que les voisins qui ont tout arraché tout de suite. Donc, le fait de pas tailler, vous n'avez pas de plaie qui laisse entrer le champignon dans la plante. Et en termes de calibre, c'est très très variable. Faut pas être dogmatique en se disant que ça va être soit trop petit, soit plus productif, etc. La variété va vraiment faire une grosse différence. Il y a des tomates cerises, si vous les taillez, ça devient plus des cerises, ça devient des tomates. C'est pas très intéressant. Et puis il y a des tomates qui ont quand même plus de calibre quand on les taille. Donc, mais c'est vraiment au cas par cas. C'est pareil, il faut noter, prendre beaucoup de notes. Donc ça, c'était plutôt la première année, donc voilà, beaucoup trop serré. Voilà, trop serré, des cages trop petites. C'est une expérience, hein, mais voilà. Et le fait d'avoir un paillage au sol aussi limite le rebond des gouttes de pluie sur la terre. Le champignon, en fait, le mildiou, vous l'avez systématiquement, il est présent dans le sol.
Simplement, si la goutte d'eau vient éclabousser votre plante, vous serez contaminé. Et d'où l'intérêt aussi d'avoir deux choses. Un seul couvert qui va vous permettre de faire venir d'autres champignons. Si vous avez d'autres champignons, vous avez moins de place pour mildiou. Et l'autre chose, c'est aussi, moi je broie mes cannes, même si elles ont du mildiou, je les broie sur place, de manière à ce s'il existe des antagonistes du mildiou, et on sait qu'il en existe, il y a des petits escargots qui mangent le mildiou, il faut leur laisser de la nourriture sur place, tout simplement. Si vous enlevez le mildiou de votre jardin, il y aura rien qui sera là pour le nettoyer. Voilà. Donc, vous voyez les tomates là, celle de droite. Vous voyez, au bout d'un moment, j'ai un problème, c'est que les cages sont pas assez hautes. En fin de saison, en général, elles cassent sous les fruits et malheureusement, j'ai pas trouvé de solution encore pour ça. Et donc, vous voyez, l'avantage aussi, c'est que ces cages, elles sont multifonctions. Donc, on peut mettre de la baselle dedans, on peut mettre des concombres, des melons, on peut faire grimper des pois ou des haricots dedans. Tout ce qui grimpe, vous pouvez le mettre dedans. Donc, limite, la cage, vous avez même pas besoin de la déplacer. Donc, on devient fainéant au sens propre du terme. On passe plus de temps à l'apéro que dans le jardin. C'est pas plus mal. Voilà. Donc ça, c'est un grand classique de chez moi. Alors, je l'ai piqué aux Incas. C'est le mélange de courge, haricot, maïs. Voilà. Donc, vous avez le maïs qui va servir de tuteur. Le haricot va grimper dedans. Et la courge va faire le couvre-sol. Voilà. Sachant que le haricot apporte toujours le petit côté azote en plus. Alors simplement, moi, la petite variante que je fais, c'est que je rajoute... Alors j'essaye avec d'autres tuteurs. J'ai essayé avec le tournesol. Le problème du tournesol, c'est les grosses feuilles qui fait une canopée et qui empêchent la lumière d'arriver, donc ça marche pas. Ou alors, il faut enlever les feuilles. Donc je les mets plutôt au nord de la parcelle. Devant, je vais mettre du sorgho. Le sorgho, c'est intéressant parce qu'il est beaucoup plus résistant au vent parce qu'il part en chandelier. Au lieu de partir sur une canne comme le maïs, il va partir sur 4 ou 5 cannes. Donc je pense que même en termes de biomasse, il est plus intéressant aussi de restitution. Et puis les graines sont préférées par les poules parce qu'ils sont à taille de bec, il n'y a pas besoin de les concasser ou quoi que ce soit. Et cette année, j'ai fait un essai avec l'amarante. J'ai pas réussi à avoir des plants suffisamment hauts parce que le maïs a poussé plus vite en fait. Donc faut que j'arrive à gérer le timing, mais voilà, on apprend. Et là, vous voyez, il y a une parcelle, il y a strictement rien à faire, à part attendre début octobre pour tout ramasser. Là, vous ramassez le maïs de conservation, vous ramassez les courges de conservation, et puis vous ramassez des haricots secs. Moi, je fais du haricot tarbais, surtout pour le cassoulet. Spécialité de Saint-Étienne, bien sûr. Voilà, donc les associations, ça a plusieurs rôles. Il y a le rôle esthétique, là, je m'aperçois aussi que c'est quand même vachement sympa d'avoir des fleurs en permanence. Donc ça, c'est du pavot de Californie en orange qu'on voit, les Scoltia. Donc je fais un petit peu de plantes aromatiques, donc là c'est des somnifères que je mets en sachet, bio. Et puis devant le pêcher, vous avez les fameux oignons perpétuels, les oignons rocambole. Et il se trouve que le pêcher n'a pas eu de la cloque, c'était le seul qui a pas eu la cloque. Et donc en fait, il y a eu des recherches de fait et on s'aperçoit que les plantes communiquent. Et notamment toute la famille des prunus, donc cerises, amandes, pêches, abricots, cerises, communique avec la famille des liliacées, donc tout ce qui est poireaux, oignons, etc. Même on s'appelle les fleurs, là, les tulipes, tout ça. Et en fait, elles communiquent comment? Parce qu'on appelle le réseau mycorhizien. C'est-à-dire que les champignons, ils ont une partie qu'on connaît, qui est la partie visible, l'organe de fructification, mais sous terre, vous avez, sur un mètre cube, vous avez 20 000 km de filaments. Et dans ces filaments, vous allez avoir, là c'est vraiment la révolution au niveau agricole, parce que c'est très très important. Dans ces filaments, vous avez les informations qui passent, vous avez l'eau qui passe, et vous avez des nutriments qui passent. Ce qui fait que si vous avez un sol qui est riche en humus, avec beaucoup de champignons, le problème de l'eau, vous savez beaucoup moins à le gérer. Et donc là, en l'occurrence, sur le cas du pêcher, on peut imaginer que les liliacées qui contiennent du soufre, qui est un antagoniste des champignons, pourraient lutter, ça c'est une supposition, vraiment il faudrait le démontrer, pourraient lutter contre la cloque. Donc systématiquement, j'essaie d'intercaler, donc entre les groseilliers, on les voit pas trop, mais il y a des fixateurs d'azote, là où il y a les fleurs.
Donc un arbre sur deux va apporter l'engrais azoté, la fertilisation azotée sur place. C'est-à-dire que je n'ai plus à gérer la fertilisation azotée. L'azote, il est sur place. Est-ce que vous savez où se trouve l'azote? Dans l'air? Non, dans l'air. L'air, c'est 78% d'azote. Et simplement, pour le synthétiser, l'engrais liquide, c'est pas un engrais nocif en soi, mais simplement il faut énormément de pétrole pour le liquéfier et pour le rendre disponible pour les agriculteurs. Donc beaucoup travaillé avec les associations. Ouais. Donc voilà l'oignon rocambole, qui est rigolo parce qu'il fait ses bulbes de manière aérienne. Donc il reste en place. Hein. Chaque année, vous ramassez vos petits bulbilles et puis alors c'est beaucoup moins gros évidemment qu'un oignon classique, mais c'est vivace. Donc il est systématiquement planté auprès de mes arbres à noyaux. Et ça se passe plutôt bien et ça pousse très vite. Donc c'est vraiment intéressant, c'est pas très contraignant. Donc la bâche, donc il y a deux types de bâches. Il y a la bâche d'ensilage qui respire pas et qui va faire mourir les prairies. Et puis la bâche qui me sert à préparer des semis de petites graines, notamment les carottes. Donc là j'utilise des toiles hors sol qui sont tissées et donc qui laissent passer l'air et l'eau, mais pas la lumière. Et du coup, je les laisse, comme c'est sur des terrains qui sont déjà cultivés, là vous voyez, je les déplace d'un rang à l'autre. Vous avez un terrain qui est propre, vous pouvez mettre une petite couche de compost, vous semez vos carottes, et après, une fois que les carottes sortent, vous mettez du BRF, et puis vous êtes tranquille. Je fais un seul désherbage sur carottes. Je sais pas pour les jardiniers si ça parle. C'est un peu le cauchemar du jardinier en général. Alors, un point important aussi, c'est l'autoproduction de semences. Il y en a qui disent que c'est un métier à part. Et moi, je considère que ça fait vraiment partie du métier pour tout un tas de raisons. Pour une question d'autonomie, pas franchement financière, parce que ça fait pas des budgets si importants que ça, mais quand même. Mais surtout, aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup avec la science et les travaux sur l'épigénétique nous ont appris que finalement, dans le vivant, en gros, on a 15% de gènes qui sont fixes et 85% de gènes qui servent à s'adapter à son milieu, à son environnement. Et vous vous doutez bien que si chaque année je prends des semences qui viennent de Marseille et que je les plante chez moi, chaque année je redouble en fait. Je progresse pas. Quand on fait ces semences, et cette année je l'ai vu sur l'aubergine en particulier, et sur les aubergines, je suis passé de plants qui faisaient 60 cm de haut en 2014, la première fois que je les ai achetés, les aubergines japonaises, à des plants qui cette année, en plein champ, faisaient 1,20 m, qui ont triplé la production. Ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment un investissement. Ça prend pas beaucoup de temps, hein, honnêtement. Sur la tomate, il y a rien de plus facile à faire. Aubergine, c'est pas très compliqué. Les haricots, c'est pas très compliqué. Il y a juste au niveau des courges, si vous en faites beaucoup de variétés différentes, ça va se croiser. Les choux, mais le reste, c'est relativement simple. Il faut juste bien s'organiser, mais vraiment, ça vaut le coup. Et du coup aussi, vous allez dans ces 85% de génétique, vous allez aussi renforcer la résistance aux maladies, voire même rendre les plantes beaucoup plus rustiques au froid aussi. Voilà, donc je fais aussi mes plants. Et pareil, au niveau des recherches que j'ai fait, je suis tombé sur de la documentation qui montre que 1 centimètre de racine en plus, c'est 7% de croissance végétale en plus en aérien. Donc je fais pas des godets standards, je prends vraiment systématiquement c'est des plants forestiers en fait que je fais. Donc c'est des plaques de forestiers qui font pour des boutures d'arbres. Et donc ça c'est un plant de courge par exemple. Et donc quand vous avez un système racinaire qui descend aussi profond, au niveau du repiquage aussi, vous avez moins de stress puisque vous êtes déjà dans la zone humide. Et puis vous avez un plant qui peut rester aussi beaucoup plus longtemps en godet. Donc il est plus gros, donc moins appétant pour les limaces. Alors petite astuce pour les limaces, puisqu'elles aiment bien les courges, quand vous plantez vos courges, vous enlevez systématiquement les deux cotylédons, qui ont tendance à jaunir au moment où elles repiquent d'ailleurs, parce qu'elles sont extrêmement appétantes pour les limaces. La limace, elle vient toujours systématiquement sur la partie qui est en train de pourrir sur votre plante, qu'on voit pas toujours à l'œil nu. Donc voilà la pépinière, la production de plants, qui est trop petite. Maintenant, j'ai mis des étagères pour gagner un peu en surface, mais ça va très vite. Voilà, donc ça, c'est une petite serre qui fait une quinzaine de mètres carrés, je crois, et il faut bien gérer, ouais, c'est sûr. Voilà, donc ça, c'est la récolte de courges.
Donc ça, c'était l'année d'avant, qui était donc 2016. Non, oui, 2016. Donc j'avais une bonne variété, c'était pas trop mal. Cette année, c'était plutôt minable par contre. Donc voilà, j'essaye vraiment de réintroduire des variétés anciennes, des variétés complètement exotiques aussi qu'on trouverait pas. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire que la meilleure courge, voilà, avec mes critères à moi, hein, c'est la courge thaïlandaise, qui a vraiment un goût complètement exceptionnel, un taux de sucre incroyable. En potage, mes enfants la détestent parce qu'ils aiment pas les courges sucrées. Donc du coup, j'ai une gamme, les longues qu'on voit vertes, un petit peu orangées, je sais pas si vous voyez en haut là. Ça, c'est des courges qui sont très neutres, comme celle-ci d'ailleurs. Donc moi, je les ai goûtées, j'ai dit Berk. Et puis finalement, mes enfants m'ont dit ouais, elles sont trop bien celles-là. Donc, ça me fait une gamme finalement. On apprend aussi à essayer de vendre aussi ces légumes. Quand on fait des trucs un peu délirants entre guillemets, c'est bien aussi de goûter parce que sinon ça marche pas. On rentre dans une relation aussi beaucoup plus intéressante avec nos partenaires, que ce soit des clients ou des familles, quoi. Donc le fameux tournesol de 4 mètres, sans engrais. Moi je fais 1m90, donc vous voyez à peu près. Donc ça c'est un tournesol qui vient de Mongolie, qui peut monter potentiellement jusqu'à 5 mètres, donc 4 sur 5, je suis assez content. Et qui vous fait vraiment, je sais pas si vous voyez le panicule qui est juste un petit peu devant moi, qui est énorme. Et vous voyez la taille des feuilles, vous comprenez pourquoi il n'y a rien qui pousse dessous aussi. Donc ça c'est les haies. Les haies, le temps que ça pousse, je mets des courges et du maïs aussi. On peut tout valoriser. Ça c'est pour les personnes qui diraient j'ai un tout petit espace chez moi, je peux pas faire de jardin. On peut très bien mettre dans les haies des courges. Elles vont grimper dans les greuillages, dans les arbres, il n'y a aucun souci. Voilà. Là c'est la biodiversité, donc je suis dans un couloir de migration, donc on a la chance d'avoir pas mal d'oiseaux qui passent. C'est sympa. Et puis les fleurs. Donc, si vous voulez régler vos problèmes d'insectes dans le jardin, il faut avoir des fleurs toute l'année, en permanence, pour nourrir votre armée de coccinelles et compagnie. Donc là, j'ai fait un petit recensement du mois de février, donc vous avez le laurier thym. J'étais dans un parc tout à l'heure et avec lui, et il y avait des abeilles qui sortaient, qui allaient butiner le laurier thym. Donc dès qu'on dépasse les 15 degrés, elles sortent, et s'il y a des fleurs, elles sont contentes. Vous avez le noisetier aussi, qui est en fleurs en ce moment. L'ajon. L'ajon, j'adore, je sais pas si vous avez déjà senti cette odeur de noix de coco qui est vraiment extraordinaire. Ouais. Ajon. La facélie, voilà, qui redémarre au mois de février, vous voyez. La pervenche. Donc voilà. Et puis ça, c'est des fleurs comestibles. Celles-là, elles sont pour nous. Le romanesco. Donc voilà, la facélie toujours, vous voyez, on a vraiment un gros spectre d'insectes qui vient les visiter. Les poules, voilà, qui mangent des souris aussi. J'ai découvert ça cette année. Alors, je pensais que c'était pas toutes les races. Les faveroles, là, qu'on voit, c'est vraiment des grosses mémères. Elles ont un appétit assez impressionnant. Mais même les poules plus classiques, les marances, etc., se gênent pas non plus, en fait. Elles mangent même les oiseaux. J'ai vu des petits moineaux qui venaient picorer dans les mangeoires. Ils auraient pas dû. Donc ça, c'est une technique anti-limaces. Voilà. Donc boc de châtaigne. Là, c'est pas des châtaignes, c'est de la bardane. C'est velcro, donc ça tient bien. Et là, elle passe pas. Je vous assure, les limaces ne passent pas. Parce que sur le tournesol, si elle vous le coupe, c'est fini, il redémarre plus. Donc, et après, ça c'est spécial pour les gens qui. Alors c'est pour ça que je vous dis que tout le monde va jardiner en sortant de cette conférence. Ça c'est une amie, celle qui prend les paniers. Du coup, elle avait plus de terrain, donc elle m'a dit est-ce que tu peux me faire un bac? Et donc je lui ai fait un bac en permaculture. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait quand on a juste un bac? Et on met du bois au fond qui va servir d'éponge, qui va chauffer, qui va aussi réchauffer le bac, qui va se décomposer aussi, qui va apporter pas mal de vie. On met de la terre, par-dessus on va mettre du terreau, et puis après on met les petits plants. Et pareil, on voit que c'est moi parce que c'est très dense. Donc vous avez le physalis avec les salades là dans le pot rond à gauche. Vous avez un plant de tomate, je crois, avec une salade dessous. Puis là, même pas 1 m², vous avez 3 salades, 4 pieds de haricots, maïs, tournesol, amarante, un oignon perpétuel
et des haricots grimpants, quoi. Et ça, c'est la petite note de conclusion. Quand je parlais du partage tout à l'heure, installer des fleurs de partout et pas que pour nous, ça nous évitera de faire ça dans quelques années. Ça, c'est les Chinois qui pollinisent à la main. Alors aujourd'hui, on nous vend la révolution avec les mini-drones qui polliniseraient à la place des abeilles. Pourquoi pas? Mais ça reste quand même très très fragile d'un point de vue énergétique. Je pense que le bon sens fait que, sans interdire, pourquoi pas leur pollinisation, hein, moi je suis pas contre le progrès, mais au moins s'assurer un filet de sécurité pour qu'on garde au moins ce qu'on avait avant de commencer nos activités. Voilà, je vais vous faire passer le micro du coup.